L'entrepreneuriat, c'est un mot qu'on entend beaucoup, la notion de Startup Nation également, créée dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Faut-il aller à contre-courant pour se faire remarquer? Ou au contraire, faut-il s'intégrer dans un moule préétabli pour se reposer sur une structure plus stable? C'est pour répondre à toutes ces questions que l'émission Avenir en commun a été créée par l'association Coopelife. Alors nous allons rencontrer des profils atypiques, inspirants, qui vont pouvoir nous aider à répondre à toutes ces questions-là. Je m'appelle Aymeric Perrier, j'ai 21 ans, je suis étudiant en Neoma Business School et je sais pas quoi faire de ma vie. Et comme beaucoup d'autres étudiants, j'imagine qu'on peut être un peu perdu dans le flou. Donc c'est pour répondre à mes questions, à vos questions et à nos questions en général que nous allons partir, Ibrahim et moi, en Bretagne, à la rencontre d'un entrepreneur plutôt atypique. Utiliser un verre marin pour sauver le monde, je pense que ça promet. Nous accueillir dans vos locaux des Marinas à Morlaix. Alors donc tout a commencé par un verre marin et vous voici aujourd'hui ici. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de votre parcours scolaire, professionnel? Comment vous en êtes arrivé là? Écoutez, bonjour, merci d'avoir fait la route pour arriver jusqu'à Morlaix. Mon parcours, c'est un parcours, en fait, moi j'ai fait toutes mes études à l'université, donc j'étais en fait à Paris 6, à Pierre et Marie Curie, ça a changé maintenant, ça s'appelle Sorbonne Santé ou Sorbonne Universitas. Et en fait, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'était la biologie marine. Pourquoi? J'en sais rien. Alors si je sais, c'est que en fait, quand j'étais en fait gamin, j'ai vécu dans une famille où en fait on voyageait pas beaucoup, etc. Alors c'est pas pour faire Cosette, hein, mais en fait il y avait une télé qui trônait au milieu du salon. Et ce qui m'a toujours plu, c'était les émissions du commandant Cousteau. Ouais. Je me suis dit, c'était une façon de voyager, et donc pour moi, c'était l'aventure, commandant Cousteau. Et j'ai eu la chance de le rencontrer en fait au cours de mes études, et il m'a vraiment guidé. En fait, ça a été un peu un de mes mentors. Il m'a guidé pour faire de la biologie marine, m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Ça, c'était une voie, et je vais vous expliquer aussi l'autre voie, pourquoi je suis devenu chercheur. C'est parce que, en fait, je me souviens quand j'étais au collège, et donc c'est un point qui m'a marqué, je me souviens exactement de cette salle. Et moi, j'étais toujours intéressé par la science, et je m'intéressais notamment à... Je disais à peu près tout ce qui était pour la science, la recherche, sciences et avenir, etc. Et un jour, j'ai eu une interro, comme on disait à l'époque, et puis, en fait, finalement, j'ai eu 0. J'ai eu 0 parce que le truc, c'était hors de mes compétences. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce système éducatif qui dit qu'on doit apprendre forcément ce que le prof nous enseigne. Et en fait, finalement, c'est reste à ta place. Toi, tu es collégien, reste à ta place, je t'enseigne un truc, tu dois savoir uniquement ce que je t'enseigne et pas en savoir plus. Et j'ai eu une période de frustration en disant, vous allez voir, en fait, demain, c'est moi qui écrirai les prochains chapitres de sciences. Et donc, c'était la recherche et puis la biologie marine. Et puis finalement, donc, dans le cours de mes études, j'ai rencontré le commandant Cousteau qui m'a dit comment faire de la biologie marine. Je suis rentré en fait ça s'appelait en fait à l'époque un DEA d'océanographie biologique. Il y a un super DEA d'océanographie biologique à Paris 6. Et je me suis retrouvé le seul à avoir une bourse en fait de recherche dans cette université. Donc je suis devenu en fait doctorant. Je suis arrivé en Bretagne maintenant il y a à peu près 35 ans parce qu'en fait il faut savoir que Paris 6 a 3 stations de biologie marine, une à Roscoff, une à Bagnoul-sur-Mer et une à Villefranche-sur-Mer. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était le cycle des marées. Et vous savez qu'en Méditerranée, il n'y en a pas. Oui. Et donc, c'était pour ça, en fait, que je suis venu, en fait, à Roscoff, en Bretagne. Et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise ici. D'accord. Et donc, vous avez commencé par étudier un certain ver marin sur l'estran breton. Comment, de ce ver, vous avez pu développer, penser Emarina? Alors, c'est aussi tout un cheminement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe une innovation de rupture dans le domaine de la santé, mais il faut savoir que en fait, l'innovation de rupture, ça ne se décrète pas. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est quand j'entends tous les politiques à la télé parler d'innovation, je leur dis, ok, mais ne posez pas un décret parce que ça ne marche pas comme ça. Oui. En fait, l'innovation de rupture, généralement, ça débouche par la recherche fondamentale. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé dans l'environnement, c'était les organismes qui colonisaient des milieux extrêmes. Donc je me suis intéressé à 2 types d'environnements. Un environnement qui était ce que l'on trouve, en fait, ce qu'on appelait les sources hydrothermales profondes. C'est des environnements qui ont été découverts dans les années 80. On pensait qu'au-dessous de 1000 mètres, il n'y avait plus de vie. Et finalement, les géologues nous ont montré qu'au niveau des fonds des océans, il y avait des montagnes sous-marines qu'on appelle des dorsales océaniques. Et au niveau de ces dorsales océaniques, il y avait des vers géants, des vers assez étonnantes. Et je me suis focalisé sur l'étude de ces vers pour essayer de comprendre
comment un organisme est capable de coloniser un environnement où c'est complètement toxique. Et donc il faut savoir que ces environnements, si demain le soleil arrête de briller, il y aura toujours de la vie au fond des océans, puisque ça vit sur la chimie et non pas sur la photosynthèse. C'est ce qu'on appelle la chimosynthèse. Et finalement, j'ai eu la chance d'aller sur ces écosystèmes, donc j'ai navigué un peu à l'image du commandant Cousteau sur la plupart des océans. J'ai plongé un peu plus profond que lui, puisque je suis allé à 3600 mètres dans les océans, au fond des océans. Hein, et je peux vous dire que la première fois que j'ai plongé, j'étais pas très fier. Et puis un autre environnement m'a beaucoup intéressé, parce que une campagne océanographique, quand on va sur une mission océanographique, ça va durer à peu près 6 semaines. Et donc j'avais besoin aussi de travailler le reste du temps. Et il y avait un organisme qui m'intéressait, c'était l'arénicole, Arenicola marina, en fait, un petit ver que l'on trouve sur la plage, et qui était intéressant pour moi pour essayer de comprendre comment ce ver marin était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Alors ça, à l'époque, ça intéressait personne. Tout le monde me dit, mais on n'en a rien à faire de savoir comment un ver respire entre la marée haute et la marée basse. Et finalement, moi, ça m'a intéressé. Et finalement, en travaillant sur cette question de recherche, c'était purement de la recherche fondamentale, juste une question d'un chercheur qui s'intéresse à son environnement pour faire évoluer la connaissance. Je me suis focalisé en fait sur la respiration de ce ver marin, et j'ai trouvé en fait chez ce ver marin une hémoglobine tout à fait particulière qui était une hémoglobine extracellulaire. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, dans cette pièce, on a tous du sang, on a tous des globules, mais en fait, l'hémoglobine est contenue dans un globule rouge, et donc c'est une hémoglobine intracellulaire. Et donc ce qui fait notre point commun, c'est qu'on a tous du sang. Par contre, tout ce qui fait notre différence, c'est qu'on a des typages sanguins différents. Et chez ce ver marin, j'ai trouvé en fait une hémoglobine qui n'avait pas de typage sanguin, puisqu'elle n'avait pas de globule rouge. Et donc tout ça, c'était assez étonnant, puisque finalement, quand j'ai fait cette découverte, alors, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. En fait, on a trouvé un truc, on avance, et puis en fait, on arrive à avancer et à voir en fait l'innovation de rupture que l'on a trouvée. Et quand j'ai trouvé ça, en fait, à un moment donné, donc j'étais encore en thèse, en recherche, et puis en fait, on me dit, je suis convoqué à Paris en fait par un club savant, un club savant de médecins, qui me dit, on va l'écouter celui-là parce que nous, on est le club du globule rouge, et en fait, ce qu'il a trouvé, ça n'existe pas. Bon, ça n'existait pas, donc j'avais trouvé un truc qui n'existait pas, et c'était pas possible que j'ai trouvé ça. Donc je me retrouve un samedi matin dans un hôpital à Paris, avec que des médecins en fait autour de moi. Je dis toujours deux choses. J'étais l'interlude de leur congrès de médecins, ou encore plus prosaïquement, je dis toujours que j'étais invité comme le con dans un dîner de cons. Et en fait, finalement, je commence à parler de ma découverte. Puis tout le monde rigole, etc. Et puis à la fin, j'entends, en fait, je sens en fait l'intérêt qui se focalise sur ce que je disais. Oui. Et puis à la fin, tous les médecins descendent, ils me disent, Monsieur Zal, vous n'avez pas trouvé ça, c'est pas possible. Nous, ça fait plus de 40 ans qu'on cherche ça pour faire un substitut sanguin universel. Oui. Et ils me disent, vous avez trouvé ça sur la plage. Alors, moi, naïvement, je dis, ah oui, puis il y en a plein. Et donc, c'était le démarrage de cette découverte. Et après, je retourne en fait dans mon laboratoire quand j'étais étudiant. Je leur ai dit, écoutez, c'est bien la respiration du ver marin, on a trouvé un truc, d'ailleurs on a répondu à la question, à savoir comment le ver respire entre la marée haute et la marée basse. En fait, j'ai montré que le ver, il respirait uniquement quand il était sous l'eau, et il a arrêté de respirer quand il était dans le sable. En fait, l'arénicole fonctionne uniquement avec l'oxygène qu'il a fixé sur ses molécules d'hémoglobine. En fait, l'arénicole, c'est le champion du monde d'apnée, puisqu'il est capable de rester 6 heures sans respirer. Oui. Et je prends toujours comme référence le champion du monde qui s'appelle Guillaume Néry, lui c'est 11 minutes. Et donc 6 heures contre 11 minutes. Et je commence à dire en fait ça dans mon laboratoire en disant écoutez, c'est super ce qu'on fait là, on a trouvé un truc génial. Et là, la réponse est cinglante, c'est ah non, toi t'es chercheur, tu restes dans ton labo, s'il y a quelque chose d'intéressant, on le passera à un industriel. Et encore une fois, on me disait, reste à ta place, c'est pas ton boulot. Ouais. C'est pas ton boulot, toi tu es chercheur, tu fais tes publications scientifiques, et ça s'arrête là, ta vie. En fait, ton horizon s'arrête là. J'ai trouvé ça, encore une fois, hyper frustrant. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas ça, je me suis engagé dans la recherche, j'ai tous ces efforts-là. C'est parce que je pense que quand on trouve quelque chose, on doit le concrétiser, le faire aboutir. Là, les personnes me disaient que je pouvais sauver des vies. Moi, mon truc, c'était de sauver des vies. Mais je me suis dit, on a trouvé ce truc-là et on va pas sauver des vies. Et finalement, donc, j'abandonne un peu cette idée. J'abandonne pas, je garde ça en réserve parce que on est étudiant, hein, donc on fait son boulot d'étudiant, donc je fais mes publications, donc je fais une très bonne thèse, hein, une dizaine de papiers en fait dans les bonnes revues. Puis je pars à l'étranger, donc je passe 2 ans à l'université de Californie à Santa Barbara en postdoc, 2 ans où je continue ma vie en fait de chercheur. Et puis après, je reviens en fait en Europe dans un endroit moins exotique qui est la Belgique, en Anvers. Je passe 1 an à l'université de biochimie d'Anvers, toujours en travaillant sur les pigments respiratoires.
Puis j'ai la chance d'être recruté au CNRS en 99. Et là, je me dis, bon, ils m'ont dit que c'était pas mon boulot, j'étais un peu fragile à ce moment-là, à un moment donné, mais maintenant je suis dans la fonction publique, ils peuvent plus me virer, donc je vais démontrer que ça fonctionne. Et donc je commence à avoir deux boulots. Mon boulot de recherche fondamentale, donc je continue sur la respiration des vers marins dans les milieux extrêmes, et un boulot un peu en sous-main où j'allais tester mes hypothèses. Donc je trouve une animalerie, je purifie des hémoglobines, j'injecte ces hémoglobines à des souris et je m'aperçois effectivement ça marche. C'est-à-dire qu'on est capable de transfuser en fait des vertébrés avec de l'hémoglobine d'invertébrés. Et puis après, je dirais, c'est un peu le hasard de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve en fait entre Morlaix et Roscoff, qui est une vingtaine de kilomètres d'ici, dans ma voiture, et j'entends sur France Inter concours de la création d'entreprises innovantes. Vous avez une idée, venez la concrétiser. Je dis, pourquoi pas. C'était 2005. Donc je postule, je gagne le premier prix, 45 000 euros. Je me dis, c'est bien, il y a des gens qui pensent que ce que tu dis c'est vrai, parce que je connaissais absolument rien au monde du développement de l'entreprise. Et puis en fait ça se faisait en deux étapes. La première étape c'était en fait un peu l'idée. L'idée, et donc on avait le droit en fait à gagner quelque chose qui était juste pour concrétiser après dans un deuxième temps une entreprise. Et en 2006, rebelote, je repostule pour la création maintenant d'une entreprise et je gagne 450 000 euros. Je dis waouh, il y en a qui pensent vraiment que c'est vraiment bon ce que tu veux faire. Et donc là, finalement, j'avance dans mon idée de création d'entreprise. Mais je peux vous assurer, je connaissais à rien, mais de rien. Hein. Et puis je décide de 2007 de me lancer dans le grand bain et je démissionne et puis je crée en fait ma société qui s'appelle Emarina. Et donc je peux vous dire que c'est vraiment le grand saut parce que moi j'étais habitué à faire de la recherche dans un laboratoire. Rien me prédestinait à être chef d'entreprise. Rien du tout. Donc là c'est le grand bain sans les bras. Là c'est le grand bain. Puis en plus, je sais pas, vous qui êtes dans les écoles de commerce et qui connaissez un peu l'histoire des finances, 2007-2008, c'était peut-être pas le bon moment. C'était pas très sympathique pour créer une entreprise. Crise des subprimes, donc tout s'effondre, l'économie mondiale s'effondre, plus un euro disponible. Et alors là, tout le monde me dit, mais je te l'avais dit que tu allais te planter. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison, je vais peut-être vraiment me planter. Et d'ailleurs, je crée ma société en mars 2007. En septembre 2007, je vais voir le président du tribunal de commerce à l'époque de Morlaix. Je lui dis, écoutez, j'essaye, mais j'arrive pas à lever des fonds, etc., etc. Et finalement, là, il y a une élection présidentielle. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, dans des aventures comme la mienne, il faut être hyper opportuniste, hyper ouvert à son environnement. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est une élection présidentielle. Et donc, un gouvernement crée la loi TEPA, travail, emploi, pouvoir d'achat, qui permet à des personnes qui payent l'ISF, on en parle beaucoup en ce moment, mais eux, qui permet en fait de défiscaliser à travers des entreprises innovantes. Et nous, on est sauvés par la loi TEPA. C'est-à-dire que finalement, il y a une personne qui vient dans ce bureau-là. Alors, c'était pas du tout aménagé comme ça. Et donc, il vient, il frappe à la porte, il me dit, écoute Franck, j'ai entendu ton histoire, je vais t'aider. Je dis, mais tu vas m'aider, personne ne veut m'aider, là, il n'y a pas d'argent, etc. Il me dit, si, je vais t'aider, je vais trouver les financements pour lancer ton activité. On croit en toi, on croit en ton aventure. Et il me dit, t'es pas plus con qu'un autre, t'as fait un bac plus 11, donc je vais t'apprendre la finance. Donc il passe 6 mois avec moi, à côté de moi. En fait, il m'apprend comment faire un business plan, comment faire un business model, comment faire un compte de résultat, comment faire un bilan, etc. Et donc je lève mes premiers euros grâce à cette personne-là. Et donc vous voyez, en fait, pour résumer tout ça, c'est vraiment une histoire, en fait, je dirais à la fois entrepreneuriale, sociale, humaine, scientifique. Et aujourd'hui, 11 ans après, on est toujours là. Et je peux vous dire qu'on a déjà sauvé 61 vies grâce à notre technologie de l'arrêt Nicole. Voilà, on a déjà fait quelque chose. Okay. Et donc, il y a du concret, quelque chose se passe. Comme vous avez dit, vous avez sauvé 61 vies. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont proposées par Emarina, les produits ou les services que vous vendez actuellement? Ouais. Alors, avant de répondre peut-être à cette question, j'ai envie de dire juste deux mots, en fait. Moi, mon parcours, c'était, alors c'est pas du tout votre domaine parce que vous êtes dans une école de commerce, mais à l'université, en fait, il y a un monde qui est le monde du secteur public. Donc finalement, quand j'étais à la fac, on m'a dit que je pouvais faire deux métiers. Donc j'ai vraiment suivi ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit tu peux être chercheur ou enseignant-chercheur. On m'a jamais dit qu'il y avait un monde de l'entreprise. Moi, à l'université, ça n'existait pas. En fait, jamais on nous parlait de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, donc vous imaginez donc le schisme entre passer en fait du monde public au monde privé. Pour moi, c'était le grand saut dans l'inconnu. Et donc aujourd'hui, maintenant, pour revenir à votre question, avec cette hémoglobine, qu'est-ce qu'on a fait?
qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a trouvé un transporteur d'oxygène universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trouvé une sorte de plateforme technologique qui est en fait le paramètre commun en fait de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on est un organisme aérobie qui a besoin d'oxygène, on a besoin d'un transporteur d'oxygène. Et donc finalement, on a trouvé une molécule qui était capable de répondre à un tas d'applications thérapeutiques et industrielles. Avec ce produit-là, aujourd'hui, on fait des solutions, des entrants. En fait, c'est un additif qui s'appelle Hemo2Life, un additif qui permet de donner du... Donc, c'est un additif à toutes les solutions de préservation des greffons. Et ça permet de donner du temps au chirurgien entre le moment où on va collecter un greffon et au moment où on va le greffer chez un receveur. Rappelez-vous, la rénicole arrête de respirer pendant 6 heures. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont ni plus ni moins que de l'eau, du sel et des colloïdes, dans lesquels on va tremper un greffon, que ce soit un rein, un poumon, un cœur, etc. Et on va le transporter du point A au point B. Sauf qu'aujourd'hui, un greffon qui est déconnecté de la circulation sanguine, il va mourir très très vite. Un cœur, c'est 4 heures. Un poumon, c'est 4-6 heures. Un rein, c'est 12 heures. Donc imaginez-vous, vous êtes à Paris, en fait dans un bloc opératoire, vous êtes à l'hôpital Foch, puisqu'on travaille avec eux. Ils vont chercher un poumon à Marseille, ils appellent la personne qui est sur la liste d'attente en disant bah, écoutez, on a un poumon pour vous, venez d'urgence à Foch. Donc on l'anesthésie, on commence à la préparer, etc. en fait sur la table d'opération, on commence à l'ouvrir et le chirurgien va à Marseille pour chercher un poumon et il regarde sa montre, il dit ah zut, je n'ai pas le temps de remonter. Donc on perd le greffon et on perd le patient. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est ça. Aujourd'hui, sur 100 greffons, il y a 50 greffons qui ont un problème. Sur ces 50 greffons qui ont un problème, 20, on ne va pas avoir le temps de les greffer, donc ils sont perdus pour la liste d'attente, 20 sur 100. Et 30, en fait, ils ont des problèmes de rejet parce qu'ils sont mal conservés. Donc aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé Marina, il y avait à peu près 10 000 personnes sur liste d'attente. Aujourd'hui, on en a plus de 28 000 personnes sur liste d'attente. Sachant que c'est un problème de santé publique majeur. Donc ça, c'est notre première application qui s'appelle Hemo2Life, un additif à toutes les solutions de préservation des greffons. On a d'autres applications, donc on a montré que quand on est greffé nos molécules dans des pansements, dans des matrices, dans des hydrogels, et qu'on a greffé ces molécules à l'intérieur, qu'on a appliqué ces hydrogels sur des plaies, alors pas n'importe quelle plaie, hein, c'est les plaies en fait, qui vont se terminer mal, généralement par des amputations, c'est ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique, on était capable d'augmenter considérablement la vitesse de cicatrisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie, on va amputer les personnes parce que en fait, ça ne cicatrise pas. Ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique. Dans le monde, une amputation toutes les 30 secondes. La dernière application thérapeutique, c'est d'utiliser cette molécule comme un analogue au globule rouge. Alors, souvent quand on parle de sang, on pense à transfusion sanguine. Mais non, aujourd'hui, il y a des applications qui ont besoin en fait, d'oxygénation. Notamment, je pense à la drépanocytose, qui est une maladie génétique qui touche principalement les populations africaines avec une déformation du globule rouge qui empêche en fait, l'oxygénation des tissus. Je pense à l'AVC, quand on a un AVC, qu'on a un thrombus qui va bloquer la circulation cérébrale, le globule rouge ne peut pas passer, notre molécule est capable de passer puisqu'elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge et 40 fois plus oxygénante qu'un globule rouge. Je pense aux traumas crâniens, qui sont aussi des pathologies, on n'arrive pas à oxygéner le cerveau. Donc ça, c'est les applications thérapeutiques. Et il y a des applications purement industrielles. Vous avez tous entendu parler en fait, de ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, mais l'immunothérapie, ce sont des anticorps qui vont les cibler des cellules tumorales pour aller en fait, détruire la tumeur de monsieur ou madame Intel. Ça, c'est des médicaments biologiques, ça se fait dans des bioréacteurs, et aujourd'hui, on est incapable d'avoir des rendements de production élevés, notamment en raison des problèmes d'oxygénation. Et donc, cette molécule est capable d'oxygéner des bioréacteurs. Vous aviez fait le tour de toutes Oui, en fait, sur ces applications. Mais alors, en fait, ça, je vous en ai cité quelques-unes, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire dans les Marina que nous tous ici, excusez-moi, on sera tous morts quand il y aura encore des applications. Pourquoi? Parce que la vie tourne autour de l'oxygénation. Donc, on a déjà identifié plus de 14 autres applications en dehors de celles que je vous ai citées, que ça soit dans le domaine dentaire, dans le domaine de l'oncologie, etc. Donc, énormément d'applications avec cette plateforme technologique. Et donc je me rappelle, donc je vous avais découvert dans une vidéo où vous passiez donc à TEDx. Oui. Et à ce moment-là, vous parliez déjà de probables substituts sanguins. Parce que, alors j'ai plus les pourcentages en tête, mais sur le pourcentage des Français potentiellement donneurs de sang, il n'y en a qu'un petit pourcentage qui donne. Et est-ce que ça serait plutôt science ou fiction de penser que ce ver marin pourrait complètement substituer du sang humain? Alors, déjà, un rappel, c'est-à-dire que quand on parle de sang, je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous,
qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de sang? Globules rouges, globules blancs, ça Voilà. coule dans les veines. Donc c'est exactement ce que je voulais entendre, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait le sang, c'est pas uniquement des globules rouges. Ouais. Dans le sang, il y a des plaquettes, des hormones, des facteurs de coagulation, Mhm. des globules blancs, des globules rouges. Et donc nous, on s'intéresse uniquement au transport d'oxygène, Oui. donc qui est réalisé par le globule rouge dans le sang. Mhm. Et donc on aura toujours besoin en fait de plaquettes. Nous, on fait pas des plaquettes sanguines, Mhm. on fait pas de facteurs de coagulation, et tout ça aujourd'hui c'est pris dans le sang des donneurs. En fait, Oui. ça va être du plasma qui va être traité, etc. pour aller utiliser en fait ces protéines, ou en fait des plasmaphéreses où on va essayer de récupérer en fait les plaquettes. Donc aujourd'hui, la fonction du globule rouge, nous aujourd'hui, on est capable de la faire. C'est-à-dire que, pour rappeler les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a 95% des Français qui savent que donner son sang, ça permet de sauver des vies. Oui. Sauf qu'on n'est que 5% à le faire tous les ans. Ok. Juste un chiffre, il manque dans le monde 100 millions de litres de sang. Mhm. 100 millions de litres de sang par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. Quand vous êtes en Afrique et que vous avez besoin d'une transfusion sanguine, qu'est-ce qu'on fait? On demande à un de vos cousins ou quelqu'un de la famille de venir échanger en fait le sang contre une poche de sang. Donc c'est quelque chose de très lourd. Ensuite, il y a toute la qualification du sang, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le sang doit être traité, il y a des tests à effectuer, etc. Donc voilà, il y a une problématique liée au sang, en tout cas liée à la transfusion de culots globulaires. Et il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'il y a en fait énormément de blessés, je parle souvent de quelque chose que j'ai vécu, c'est le Bataclan. Mhm. Donc le Bataclan, vous êtes au milieu de Paris, 300, 400 personnes qui sont des morts malheureusement et des gens qui sont blessés. Vous avez entendu, pendant cette période, on parlait en fait de médecine de guerre. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire une médecine de guerre? Ça veut dire que finalement, vous êtes sur une zone d'attentat, on va trier les personnes, ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Ceux qui ne parlent pas, c'est les plus urgents. Ceux qui parlent, c'est les moins urgents, donc on va traiter ceux qui ne parlent pas. Sauf que dans ceux qui parlaient, il y avait des personnes qui avaient des hémorragies. Il y a des hémorragies, et donc il fallait les transfuser. Imaginez-vous, en fait, le SAMU, les pompiers, amener des stocks de sang en fait, au milieu de Paris, du O négatif, parce que bien évidemment, on ne connaît pas le typage sanguin de tout le monde. Universel, ouais. Impossible. Impossible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le sang, en fait, le globule rouge, ce sont des produits périssables. Quand vous donnez votre sang, 42 jours, 4 degrés. 42 jours, 4 degrés. Donc c'est quasiment impossible en fait d'amener des stocks de sang sur des zones comme ça. Et donc aujourd'hui, nous, on travaille justement pour pallier à ce problème-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir l'équivalent d'une poche de sang sous forme de poudre. Et donc tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vise pas à remplacer le don sanguin. Ouais. On vise à apporter une solution là où aujourd'hui les produits sanguins labiles tels qu'on les connaît ne peuvent pas être administrés. Mhm. Nos produits sont lyophilisables, donc on peut avoir de l'hémoglobine en poudre, l'équivalent du globule rouge, Oui. sans typage sanguin. Aujourd'hui, on a plus de 4 ans de date de péremption, on va aller jusqu'à 5 ans de date de péremption à température ambiante, donc ça change tout. Le but, c'est pas de remplacer tout ce qui existe déjà, c'est qu'à un moment donné, de dire, il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Je parle des zones d'attentats, c'est plus anecdotique, hein. Des attentats, on en entend parler toujours, tous les jours, il y a des attentats dans le monde. Et ça, on ne sait pas traiter. Et donc, je parle de ça, je parle aussi des problèmes de tsunami, de catastrophes naturelles, de glissements de terrain, de tremblements de terre. Aujourd'hui, quand il y a des centaines de personnes qui sont blessées, au même moment, on ne sait pas faire. Et donc ça, c'est un problème majeur. Et puis je pense aussi, c'est pour ça que nos découvertes ont aussi intéressé en fait les militaires, c'est qu'un champ de bataille, imaginez-vous un champ de bataille au milieu de l'Irak ou de l'Afghanistan, d'avoir la chaîne du froid. Donc c'est pas possible. Donc tous ces endroits-là sont intéressants pour nos produits puisqu'ils visent principalement l'urgence. Ouais. Parce qu'une fois qu'on est dans un hôpital, bien évidemment on peut vous transfuser, mais si vous êtes dans ces zones-là où les poches de sang sont éloignées et qu'il faut toute la logistique pour le transporter, c'est problématique. D'accord. Encore une fois, par exemple, quand vous êtes en fait dans votre voiture, vous avez une hémorragie, vous avez un accident, vous avez une hémorragie, on ne sait pas vous transfuser. On va vous remplir pour éviter que le cœur se désamorce, parce qu'il faut vous remplir, il faut du volume, mais on n'apporte pas de O négatif sur une zone d'accident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans le SAMU, on va vous transporter très très vite en fait à l'hôpital, parce que quand on vous remplit avec un plasma expandeur, vous êtes en hypoxie parce que vous n'avez pas de transporteur d'oxygène. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc
Imaginez-vous en fait qu'on change ce paradigme où on est capable d'amener de l'équivalent d'une poche de sang en poudre. On est capable de la remettre en solution, etc. On change tout. C'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, on a ces flacons. Donc on a ces flacons, je vous les montrerai tout à l'heure. D'accord. Alors donc, vous nous disiez tout à l'heure en hors champ, hors caméra, que tous les jours vous aviez plus de 1000 raisons d'arrêter votre aventure au sein des Marinas. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Quelles ont été les choses les plus difficiles dans votre parcours dans cette entreprise? Mais également, quelles ont été les choses qui vous ont permis de continuer, les choses les plus faciles ou qui ont été moteurs pour vous? Alors pour répondre à votre question, en fait, je vais commencer par le positif, c'est-à-dire que qu'est-ce qui me motive en fait tous les jours en fait pour me lever, pour avancer, et pour continuer l'aventure, en fait cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure hors du commun, en fait il en existe. Alors c'est pas, je suis avec plein d'humilité, mais c'est vrai qu'il existe très peu en fait d'aventures comme celle qu'on vit aujourd'hui. Ce qui me fait en fait avancer, c'est vraiment de sauver des vies, sauver des vies. C'est-à-dire que c'était peut-être au démarrage quand je disais ça en fait dans mon laboratoire, quand je me rappelle de ça il y a des dizaines d'années, en fait une quinzaine d'années avant. C'était un peu de la science-fiction parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces vers marins. Aujourd'hui, Marina a sauvé 61 vies. Donc dans un essai clinique, en fait, le produit a été utilisé sur de la transplantation rénale. Les personnes, en fait, on a montré que en fait, quand on utilisait le produit sur des greffes rénales, les greffons repartaient 3 fois plus vite que en fait, dans les conditions standards. Donc c'est pas un rêve, c'est une réalité. Et je peux vous dire aussi, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est la greffe du visage. Vous avez entendu parler de cette fameuse greffe du visage réalisée par le professeur Lantieri. On est au mois de janvier 2010, non, on est au mois de novembre 2017. J'ai un coup de téléphone du professeur Lantieri qui m'appelle et qui me dit il faut vraiment qu'on se parle, j'ai besoin de votre produit. Je lui dis écoutez, professeur Lantieri, le produit est fait aujourd'hui pour la greffe rénale, pas pour la greffe du visage. Il me dit j'ai compris votre technologie, j'ai vraiment compris votre technologie, j'en ai vraiment besoin. Il fait toutes les démarches en fait au niveau des autorités et il a l'autorisation d'utiliser notre produit, qui n'était pas du tout fait pour ça. Oui. Et le 15 janvier 2018, il m'appelle, il me dit Franck, je vais chercher un visage, j'ai un donneur pour mon patient. Il faut savoir que le patient, entre-temps, il est resté 3 mois sans visage. J'ai vu les photos, il est resté 3 mois sans visage en fait à Georges Pompidou, parce qu'il avait fait un rejet de sa première greffe. Et il m'appelle, il me dit j'ai un visage, donc vous pouvez vous imaginer, je me dis mais qu'est-ce que ça va donner, parce que moi je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis finalement, une greffe du visage qui doit durer 4 heures, elle dure 40 heures. Donc on donne 10 fois plus de temps que ce qui est possible. Et il m'appelle le 16, il me dit écoute, jamais plus je grefferai sur ton produit. Il me dit quand j'ai pris le visage chez le donneur, que je l'ai mis dans ton produit, il était encore vivant dans le bocal. Et quand je l'ai mis en place en fait chez le receveur, il est parti tellement vite, c'est-à-dire qu'il a rosé tout de suite. D'habitude j'ai plein d'œdèmes partout, là il est parti tout de suite, très très vite. Et donc il me dit c'est une révolution, c'est le futur de la transplantation. Et puis ça c'était un fait scientifique, ça a fait le tour du monde, mais c'est pas pour ça en fait. Je veux dire, le deuxième moment fort de ça, c'est quand j'ai eu la maman de ce transplanté qui m'a téléphoné. Elle a voulu absolument me parler. Et elle me dit Monsieur Zal, vous avez sauvé mon fils. Je dis non, attendez madame, c'est pas moi qui ai sauvé votre fils, c'est monsieur le professeur Lantieri qui a fait la greffe. Non, il m'a dit que sans votre produit, ça serait pas possible en fait de faire ce type de transplantation. Et je peux vous dire, là j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai vraiment pleuré et je me suis dit mais finalement on a fait des trucs, on a déjà sauvé des vies et les personnes qui vous appellent pour dire qu'on a sauvé des vies, c'est déjà une réussite. Donc ça je vais dire, c'est mon moteur, c'est-à-dire que demain j'aimerais bien que ce produit-là soit disponible dans tous les hôpitaux, sauver le plus de vies possible. Et l'aspect maintenant négatif de l'aventure des Marinas, je pense que c'est pas un aspect négatif, c'est des étapes dans lesquelles on doit passer. Ouais. C'est en fait, et vous avez sûrement entendu ça parce que je le répète, mais c'est vraiment quand vous avez une innovation de rupture, ça passe par vraiment 3 phases. La première phase, en fait, on vous prend pour un abruti. Donc pendant 3 ans, 4 ans, j'étais un abruti. Donc tous les jours, il faut entendre ça. Franck Zal, c'est un abruti. Il nous parle de César et Nicole, ça va pas marcher, il va se planter, c'est n'importe quoi, etc. Je pense que ça, c'est naturel, c'est un peu la jalousie. C'est-à-dire que on met en doute la parole. C'est-à-dire que pourquoi moi j'aurais trouvé ça sur une plage? Souvent, il y avait des grands professeurs, des directeurs de recherche qui étaient bien plus gradés que moi. Pourquoi c'est toi qui as trouvé ça et pas moi? Je dis, je sais pas, parce que moi j'ai trouvé ça et j'en sais rien, pourquoi c'est toi et pourquoi c'est moi et pas moi? C'est moi qui suis allé creuser sur les strands. Voilà. Mais voilà, pendant 3-4 ans, c'est dur. Parce qu'en fait, ça touche moi, ça me touchait moi, mais ça touche la famille aussi, ça touche l'environnement. Donc il faut l'entendre, hein, c'était très très difficile. Après, en fait, c'est dangereux. Finalement, oh là là, il tient, on ne l'a pas découragé, il continue à avancer, donc il va y arriver, hein, donc on va vous mettre tous les bâtons dans les roues pour éviter que vous y arrivez. Donc c'est la réglementation, c'est tout ce que on peut vous imaginer
pour vous bloquer en disant c'est dangereux ce qu'il a découvert, c'est dangereux. Et puis le troisième truc, c'est aujourd'hui où on en est, c'est les gens me disent mais attends, mais j'y avais pensé avant toi. Donc c'est pas toi qui as découvert, j'y avais pensé avant toi. Mais c'est pas grave, c'est normal. En fait, c'est toujours en fait le fait que des innovations de rupture passent par ces 3 phases. Il faut tenir, donc c'est difficile. C'est difficile parce que à un moment donné, vous n'êtes pas maso, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de se faire entendre ça tout le temps, vous commencez à dire mais vous pouvez vous mettre même un doute en disant mais s'ils avaient raison, finalement, si j'étais vraiment un abruti. Et donc finalement, après, ce qui est la force en fait d'un projet comme ça, c'est la motivation. Moi, j'ai aucun doute en fait. J'ai pas de doute. En fait, c'est bizarre de dire ça parce qu'on a toujours des doutes. Alors bien sûr, j'ai eu des doutes en fait sur je vais pas y arriver parce que je vais pas trouver les financements. J'ai eu des doutes parce que peut-être que ça allait mal se passer quand il y avait un essai clinique, etc. Mais je savais qu'il fallait que j'aille au bout, vraiment au bout de ma démonstration et au bout de mes idées. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, ces raisons, c'est de continuer à se battre pour ce que l'on croit. J'ai envie de dire aux gens, en fait, aussi, n'ayez pas peur. En fait, vous savez, ma philosophie de la vie, c'est que finalement, on est sur la Terre d'une façon très très brève. Hein. Allez, quand on a 80 ans, ça nous paraît long, mais c'est très très court. C'est court, et donc je pense qu'on doit tous avoir un but à faire en fait sur cette terre. Le chemin que l'on doit parcourir, c'est un chemin qu'on doit faire. Et donc en fait à un moment donné, vous imaginez, vous êtes au bout, vous allez tomber dans votre trou, parce qu'on va tous tomber dans un trou, vous retournez, puis vous allez dire j'ai rien fait du tout, alors que j'aurais pu, si j'avais su, j'aurais dû le faire. Finalement voilà, ça passe vite, donc il faut faire. Le seul truc qui peut arriver dans une aventure comme la nôtre, c'est de rater. Mais finalement, rater ou mourir, finalement, autant réaliser voilà, pas ses rêves, mais réaliser son chemin. Et après, c'est difficile, c'est-à-dire que en fait, sur le chemin de la vie, en fait, il y a une naissance, il y a un point de naissance et il y a un point de mort. Et finalement, à un moment donné, on évolue sur ce chemin. Hein, et puis finalement, c'est pas un chemin linéaire. On peut prendre à droite, on peut prendre à gauche, mais on évolue tous dans une zone de confort. On est dans cette zone de confort. C'est-à-dire que moi j'étais au CNRS, j'avais mon salaire qui tombait à la fin du mois, j'avais mes vacances qui étaient prévues, j'avais mes week-ends qui étaient prévus, etc., etc. Et puis on se dit on est là, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Maintenant, j'ai pas envie mais je sais, là, je suis là. Alors, on râle tous, hein. On se dit, oh ouais, je suis pas bien payé, oh là là, le voisin, il a une plus grosse voiture. On est là-dedans et on râle, en fait, on râle. Mais finalement, rien ne nous empêche de passer de l'autre côté et de dire, moi, je vais aller voir de ce qu'il y a de l'autre côté, cette zone de confort. Et je peux vous assurer que moi, ce que j'ai compris sur mon chemin de vie, c'est qu'il y a toujours des zones de confort. C'est-à-dire que finalement, ce chemin de vie, il est fait avec des zones de confort. Et donc, il ne faut pas avoir peur de passer de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est une force, c'est mon moteur, en fait, qui m'a permis d'avancer jusque-là. D'accord. Donc, à la question, est-ce qu'on est entrepreneur? Non. Mais il vaut mieux vivre sans regret. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous des choses à faire. Hein, c'est pas uniquement l'entrepreneuriat. Je pense que aider les gens, c'est aussi quelque chose à faire. Voilà, donc on n'est pas entrepreneur. Moi, je suis pas né entrepreneur. Dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur. À un moment donné, c'était comment je peux arriver à faire mon chemin. Mon chemin, il fallait que j'y aille. Il fallait que je pouvais pas compter sur les autres. C'est-à-dire que quand on m'a dit non, mais toi, tu es chercheur, on va te donner un industriel. Bon, ok, mais pourquoi est-ce que moi, j'étais pas capable de le faire? J'étais pas fait pour ça. Mais comme je voulais l'amener jusqu'au bout, je suis passé derrière, au-dessus de mes zones de confort. Et donc, à un moment donné, j'ai pris le risque de rater. J'ai pris le risque de tout perdre. Quand j'ai créé cette société en 2007, j'ai tout mis mes économies. Hein, ça peut vous paraître anecdotique, mais quand il faut mettre 40 000 euros sur la table pour déposer les statuts du MSA, waouh, c'est 40 000 euros. Hein, donc moi, j'avais plus rien. Donc voilà, c'est ça. Mais je me dis à un moment donné, voilà, je dis pas, vous savez, dans la vie, on dit prendre un risque. Tu imagines le risque que tu as pris, tu as quitté la fonction publique, tu étais fonctionnaire, tu avais réussi dans la vie. Pour moi, d'être fonctionnaire, c'est pas une réussite de la vie, c'est à un moment donné, c'était mon chemin, je devais faire de la recherche. Mais moi, je vois toujours les choses de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai pris ma chance. En fait, dans les pays anglo-saxons, on dit take your chance, on dit pas tu vas prendre un risque, on dit take your chance. Prends positif quand même de ce côté. Mais oui, parce que finalement, moi j'ai fait cette rencontre avec la Rénicole, j'ai trouvé plein de trucs chez la Rénicole. Peut-être que c'était pas par hasard qu'elle soit sur mon chemin, cette Rénicole. Et donc j'ai pris la chance que j'avais de la rencontrer pour aller créer en fait des choses aujourd'hui pour aller sauver des vies.
Donc, vous voyez, je pense qu'on peut voir les choses des deux mauvais côtés, en fait. C'est-à-dire que, bah oui, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Moi, je préfère le voir à moitié plein qu'à moitié vide. Et je pense que la vie serait beaucoup plus positive. Alors, on n'est pas des niais, hein. C'est pas de la naïveté, c'est pas de la... Mais voilà, tout peut être un échec. Il y a tellement de raisons de rater. À un moment donné, moi je dis toujours, c'est faites le mieux que vous pouvez. En fait, faites le mieux, fais le mieux que tu peux. Et puis, si tu n'as pas pu, bah, tu as fait ton mieux, donc tu n'as pas à regretter. D'accord. Donc, c'est tout à fait possible de vouloir sauver le monde et de faire tourner une boîte en même temps. Oui, bien sûr, c'est possible. Il faut avoir plein d'optimisme. Il faut essayer d'être ouvert aussi à son monde. C'est-à-dire que, vous voyez, sur le chemin, vous êtes dans des écoles de commerce, vous avez des enseignements, on vous enseigne des trucs. Ok, mais ça, c'est votre monde. Le monde de l'éducation, le monde de l'éducation nationale, ou le monde des grandes écoles, ou le monde des écoles. À côté de ça, il y a une autre vie. Ouais. C'est-à-dire que, moi, ce que j'aime bien, c'est la transversalité. Aujourd'hui, je suis capable de parler à Jean-Marie Laine, le prix Nobel de chimie. Je l'ai rencontré, il a inauguré ses locaux, je l'ai rencontré. Tout le monde me dit, ah non, mais attends, Jean-Marie Laine, le prix Nobel de chimie, tu te rends compte, tu vas avoir 1 minute avec lui. Une fois, je suis allé à Strasbourg, on a parlé quasiment pendant 2 heures. Parce que finalement, on se comprend, on échange, il m'apporte des trucs. Alors, je ne suis pas spécialisé en chimie supramoléculaire, mais je comprends ce qu'il me dit, et lui, il essaie de comprendre ce que je lui dis. Je peux parler très bien à des médecins, à des physiciens, à des mathématiciens, à des littéraires, à des journalistes. Et tout ça, en fait, on s'enrichit, en fait, on apprend. Alors, bien évidemment, c'est un vernis. Hein. Si je demande les équations de la chimie supramoléculaire, je serais incapable de les donner. Mais c'est pas ça. L'innovation se passe toujours à l'interface. L'interface, en fait, l'interface des métiers, l'interface des sciences, etc. Et donc c'est là que se trouve l'innovation. Et je trouve qu'aujourd'hui, on essaye dans le domaine de l'éducation de faire des personnes hyper spécialisées. Hyper spécialisées, c'est-à-dire que moi j'aurais pu être le champion du monde de l'arénicole, rester dans mon laboratoire, faire tout ce qu'il y a de recherche sur l'arénicole, et j'aurais été le champion du monde. C'est-à-dire le spécialiste de l'arénicole, c'est moi. Mais d'un autre côté, et so what ? À un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, j'adore discuter avec les milieux qui ne sont pas les miens, quoi. Et c'est là que j'apprends, en fait. L'innovation est à l'interface, en fait, des milieux et de la science. Ah bah c'est super, du coup, vous faites une superbe transition pour ma prochaine question. Donc oui, vraiment, pour vous, la polyvalence, la transversalité, la pluridisciplinarité, c'est vraiment un moteur important aujourd'hui pour construire quelque chose? Extrêmement important, je veux dire. Vous voyez vos parcours, vous m'avez dit que vous aviez fait un bac S et puis maintenant vous êtes allé dans prépa littéraire, etc. C'est bien parce qu'en fait vous pouvez me parler aujourd'hui et on peut, quand je vous parle d'hémoglobine, c'est pas de la science-fiction ou c'est pas l'inconnu. À un moment donné, ça c'est hyper important. Par contre, le système de l'éducation nationale n'est pas fait comme ça. En fait, j'aime bien ce que dit, en fait, alors je reprends souvent, j'écoute beaucoup des gens parce qu'en fait j'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler un peu comme vous. Et en fait, il y a quelqu'un qui me dit, en fait, un jour, qui me dit, oui, mais l'éducation nationale aujourd'hui, c'est comme si, en fait, tu rentrais dans une salle, tu avais un buffet énorme, ça allait du gâteau, du salé, de la bouffe chinoise, mexicaine. Et on dit, tu rentres, on dit, tu manges tout. Alors, je vais peut-être pas bouffer tout le buffet, donc à un moment donné, bah, j'aime bien ça, j'aime bien ceci, donc je vais me faire mon propre buffet à la carte. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est pas comme ça l'éducation nationale. L'éducation nationale, on vous balance des trucs parce qu'il faut apprendre les trucs, et ça va pas. Bon, à mon sens, il y a des choses à changer là-dessus. Ouais. Juste pour vous donner aussi une anecdote, il n'y a pas très longtemps, je donnais en fait un petit séminaire dans une école primaire. Vous voyez, donc je retourne dans les écoles primaires pour leur parler de ça. Et puis j'avais un petit gamin en face de moi qui me posait plein de questions, il était machin. Et puis à la fin, la prof, l'institutrice, elle me dit, il vous a pas trop gêné lui? Ah, je dis, bah non, super intéressant ces questions. Elle me dit, ah oui, parce que lui, il est en échec scolaire. Mais le petit gamin, il avait 12 ans, il était catalogué échec scolaire parce qu'il n'était pas dans le moule de l'éducation nationale. C'est scandaleux. Donc à un moment donné, on est en train de former des gens comme ça. Et donc je pense que le monde demain, en fait, réussira plus à ceux qui ne sont pas dans le moule, justement. Ouais. Et donc hors moule. C'est-à-dire que, alors c'est difficile parce qu'on est noté, il y a des notes, il faut répondre aux questions, etc. Mais rappelez-vous, hors de mes compétences, quand j'ai eu 0, en fait, quand j'étais en 5e, aujourd'hui, le monde encore n'a pas évolué. Moi, ça fait longtemps, je ne suis plus en 5e, mais je pense que le monde de l'éducation nationale est toujours dans cette façon d'analyser les gens. Et c'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire que vous enseignez un truc,
bah, vous allez faire une interro sur le truc que vous avez enseigné. Il y a 10 questions. Si vous répondez aux 10 questions, vous avez 10. Si vous, non, la personne qui a été plus loin que ça va être mal notée parce qu'en fait, c'est pas dans le moule. Ouais. Et donc, reste à ta place. Je trouve que non, au contraire, il faut pas rester à sa place, quoi. D'accord. Moi, je pense que ce que vous dites, ça pourra rassurer pas mal de gens sur le fait d'être hors moule. Ouais, donc très bien. Et donc, pour ceux qui sont dans le moule ou hors de ce moule-là, donc vous pensez que les étudiants tels que nous, enfin, personnes qui sont impliquées dans le monde journalistique, dans le milieu littéraire, l'école de commerce, la fac, n'importe quoi, et vous pensez qu'on peut donc avoir cet avenir en commun au sein d'une même entreprise, au sein d'un même projet, au sein d'un même processus d'innovation? Complètement, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a encore une fois deux mondes. La dernière fois, je suis allé dans une université et on avait un projet. Et je dis, en fait, à un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est les compétences. Et on me dit, ah non, 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 nous, ce qui nous intéresse, c'est le diplôme. Et je lui dis, vous savez, moi, quand je recrute quelqu'un, alors bien évidemment, des postes à responsabilité, quand je cherche un médecin, je veux bien qu'il y ait un médecin en face de moi. Mais à un moment donné, ça ne m'intéresse pas le diplôme. Ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est en face de moi. Donc, c'est la personne, c'est les compétences qui peuvent être là pour le projet que je suis en train de mener. Qu'il ait un bac plus je sais pas combien, mais je m'en fous complètement. Je veux le sentir motivé, je veux le sentir qu'il a compris ce que j'attends de lui. Je veux qu'il soit même plus intelligent que moi sur certaines parties que moi je maîtrise pas. En fait, tout ça, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans les études, ce qui compte vraiment pour moi, et c'est ce que j'ai ressenti dans mon parcours, c'est la motivation. Le reste, on s'en fout. La motivation, on peut très bien réussir sans diplôme, mais on peut pas réussir sans motivation. Donc la motivation, l'envie d'avancer, l'envie de créer, je pense que c'est plutôt le moteur en fait, le moteur des personnes. Je ne croyais pas au démarrage quand on me disait oui, tout projet obtient des financements. Je me dis mais qu'est-ce que c'est pas possible. Moi mes 40 000 euros, je les ai mis sur la table et j'en ai plus. Hein. Donc à un moment donné, si je me le pense, j'ai plus rien. Mais finalement non, je pense que finalement il y a autre chose que ça en fait. Je pense que quand on est motivé, on est capable de soulever des montagnes. On a une force intrinsèque rien ne peut me dévier de ma route. C'est-à-dire que rien, même si on essaie de me mettre de côté, je reviendrai en fait sur le chemin. C'est quand même bizarre ce que je vous dis, mais finalement j'essaie d'enseigner ça et d'avoir une stratégie. Alors d'enseigner, c'est peut-être un grand mot, mais de motiver ou de donner cette image. Vous savez, quand on est dans une entreprise, il y a des personnes qui sont dans les laboratoires, qui font des tests, il y a des personnes qui contrôlent les tests, il y a des personnes qui vont développer, il y a des personnes, des financiers, etc. Et je leur dis à un moment donné, alors ça peut être rébarbatif de faire des tests tous les jours, mais je leur dis, écoutez, prenez un peu de recul. Maintenant, vous voyez, vous pensez que vous êtes en train de tailler des pierres. Vous taillez une pierre rectangulaire, une pierre rectangulaire. Prenez un peu de recul. Regardez ce qu'on est en train de construire. Avec vos pierres, on est en train de monter une cathédrale. Et donc, en fait, vous voyez peut-être pas forcément tous les jours, à la fin de semaine, tous les mois, ce que vous êtes en train de créer. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que la cathédrale, elle est en train de se monter. Et Marina, c'est une cathédrale qu'on est en train de se monter. Bien évidemment, en fait, on ne le voit pas si on ne prend pas de recul. Parce que tous ceux qui viennent tous les jours à faire des analyses, etc., qui nous permettent de monter la cathédrale, eux, ils pensent qu'ils taillent que des pierres. Et ils ne savent peut-être pas pourquoi ils taillent les pierres. Moi, je leur dis, écoutez, vous taillez les pierres pour monter une cathédrale. Et donc, ça, c'est hyper important comme message. D'accord. Et donc, cette Sagrada Familia à la Bretonne, quel est son futur aujourd'hui d'après vous? Si je ne dis pas de bêtises, vos solutions ne sont pas encore commercialisées? Mais, alors aujourd'hui, en fait, on est en train de mettre sur le marché notre premier produit qui s'appelle Emo de Life. On a mis on a mis 11 ans à le faire. Alors 11 ans, ça paraît long. 11 ans, ça paraît long. On me demande souvent, mais pourquoi tu n'as pas été plus vite? Parce que c'est comme ça. Je suis tombé dans un monde réglementaire. Il a fallu tout créer. Donc ici, vous êtes dans une pépinière d'entreprise. Imaginez-vous, chaque bureau, c'était une entreprise. J'ai pris la pépinière. Maintenant, la pépinière, c'est Marina. Derrière là-bas, il y avait c'était des hangars. On a monté des laboratoires. On a 6 laboratoires. Tout ça, ça ne se construit pas. Moi, je ne suis pas magicien à claquer des doigts ou à un coup de baguette magique on crée. Donc en fait, j'ai tout créé. En fait, de l'idée, les machines, les process, l'élevage de vers marins, les applications, les brevets. Donc tout ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc ça met du temps. 11 ans pour en arriver là, pour commercialiser notre produit en 2019. Mais c'est pas grave. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais laisser. J'espère que Emo de Life restera même après ma mort. Et donc aujourd'hui, quand j'entends un chirurgien qui s'appelle Carpentier, qui est le père fondateur du cœur Carmat, le cœur artificiel, qui me dit comme ça, il me dit, Monsieur Zal, il y aura 2 révolutions dans la greffe d'organes, les immunosuppresseurs qui nous ont permis de greffer, et votre produit qui va nous donner du temps et des organes en meilleure qualité. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux partir. À un moment donné, j'ai laissé quelque chose sur la terre et ça sera Emo de Life pour greffer. Donc voilà, c'est la vie du développement.
Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Totalement. ouais. Mais voilà, c'est développer en fait ces produits-là. Il y a d'autres applications derrière tout ça, et j'espère que cette société perdurera. Vous savez, il y a une société, encore une fois en toute humilité, mais il y a une société, une petite histoire que je voudrais vous raconter. C'est une société qui s'appelle Abgen. Je ne sais pas si vous la connaissez. Abgen, c'est aller dans le top 5 en fait, des sociétés pharmaceutiques dans le monde. Donc plus haut que Sanofi. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? C'était 3 chercheurs qui étaient à l'université de Californie à Los Angeles. Ils avaient trouvé un gène qui est le gène de l'EPO. Ils avaient ce gène de l'EPO et ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc 3 jeunes qui montent ça en 1980. Aujourd'hui, c'est une des sociétés les plus rentables du monde, en fait, avec ce gène de l'EPO. 3 chercheurs qui ont transformé ce EPO en médicament qui est utilisé, alors pas par les cyclistes, hein, on va pas parler des personnes qui sont en anémie, mais voilà, c'est en fait, ça a sauvé des millions de vies dans le monde. Je pense que Emarina peut devenir un Abgen à la française. Par contre, bah voilà, ça demande du temps, ça demande de continuer à se battre, etc., etc., etc. Mais moi, je ne lâcherai rien tant que cette société ne sera pas une véritable société pharmaceutique française. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez accordé. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez, mais... Ah si, je pense que ça aurait été très enrichissant et hyper complet pour pas mal de monde, donc merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Merci à vous. Des vers marins et une start-up en Bretagne? Eh bien oui. Comme vous avez pu le voir dans cette interview, Franck Zal est présent sur une multitude de médias. Il a toujours été intéressé par la science, il nous a d'ailleurs cité des magazines tels que Science et Avenir, et aujourd'hui, il y est publié. Les prix s'enchaînent, et Marina grandit avec son projet en son sein. À l'heure où cette interview est réalisée, 63 personnes ont été sauvées grâce à la solution Hémodelive. Je me revois, petit à râler de dégoût devant ces petits tortillons dans le sable, hors de ma zone de confort méditerranéenne, et désormais, je regarde ces petits tortillons, ces arrêts Nicole, d'un autre œil. Ce qu'on peut retenir de ce moment, ce qu'on doit retenir, se résume à essayer. Vous n'avez rien à perdre, à part des regrets. Certes, perdre 40 000 € dans une SA, cela peut faire peur. Mais il existe plusieurs types de sociétés, plusieurs types de projets, et cette morale va au-delà du monde de l'entreprise. Vous êtes perdu dans vos études ou dans votre parcours professionnel? Vous cherchez votre case? Vous ne rentrez pas totalement dans un moule? Et alors? Les études sont conçues pour nous donner des pistes, nous aider à trouver un cursus sécurisant. Ce sont des conceptions de société pour le plus grand nombre. Mais vous n'êtes pas la société, vous en faites partie. Certains trouveront facilement leur place dans des cases, et c'est tant mieux. Et certains ne trouveront pas de cases pleinement satisfaisantes. Et comment leur reprocher? Prenez ce qu'il y a à prendre dans les cases que vous traversez, et construisez la vôtre avec le meilleur de chaque. Croyez, créez, continuez. C'est en appliquant au pied de la lettre l'adage de Léonard de Vinci, « Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur », que tout le projet de Franck Zal a commencé. L'homme a souvent pointé l'espace comme aboutissement du progrès et de la découverte. Sans doute faudrait-il construire l'avenir en regardant aussi vers la mer. Revoyez-vous enfant avec vos pelles et vos seaux dans le sable, à faire des pâtés face à la houle de la mer. Parfois quelqu'un mettait un coup de pied dedans, parfois la mer l'engouffrait, mais parfois vous étiez fiers du résultat. Taillez vos pierres, construisez vos cathédrales, sautez dans le grand bain, apprenez à nager, naviguez et prenez le large.